On est live et je t'entends bien, je te vois bien. Donc là, je vais dire la bienvenue à toutes les personnes, tous les Caribounos, toutes les personnes qui nous voient ici en ce moment. Donc en fait, ici, c'est Caribou Montréal. On fait un live avec l'Institut Malcolm X. Ce n'est pas en fait le premier live qu'on fait dans les réseaux sociaux avec l'Institut Malcolm X. C'est Lémi qui va un peu nous récapituler là où on en est par rapport à Malcolm X. Mais on va parler en fait de l'aspect panafricaniste du combat de Malcolm X. Donc, il est beaucoup associé à tout ce qu'il a fait aux États-Unis. Il est beaucoup associé à Martin Luther King, à la Nation of Islam, et à juste titre. Ces associations-là sont totalement pertinentes, mais il est rarement associé au panafricanisme et à l'Afrique. C'est connu que oui, il a été à la Mecque et qu'il a découvert que la communauté musulmane n'est pas une communauté raciale, mais une communauté, on va dire, mondiale. Mais il est aussi rattaché en fait au combat panafricaniste et c'est ces aspects-là sur lesquels on va se pencher aujourd'hui. Donc d'abord et avant tout, bienvenue à Lémi. Merci, bienvenue à tout le monde et bonjour à vous. Ouais, bonjour. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner en fait à Caribou Montréal, tant sur YouTube que sur Instagram ou aussi que sur Facebook. Notre objectif, c'est réellement Caribou, ça veut dire que c'est la bienvenue. Ça veut dire que c'est la bienvenue de tous les membres de la communauté afro-caribéenne dans le monde par rapport au fait qu'on puisse faire des projets ensemble, mais aussi croire en nous-mêmes et croire en nos propres projets. Et on est convaincu qu'un des éléments qui facilite, stimule la croyance en soi, c'est la connaissance de soi. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de plonger sur des sujets tellement importants comme par exemple la vie de Malcolm X. Et Lémi est complètement investi là-dedans puisque il gère l'Institut Malcolm X. Donc encore une fois, bienvenue Lémi, et peut-être tu peux alors y aller pour nous introduire par rapport à ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Oui, bien sûr, hein, déjà, merci à tous ceux qui sont en live pour la troisième partie de la vie et l'histoire de Malcolm X. Donc, moi, c'est Lémi, Institut Malcolm X. J'ai moins été présent, mais je vais redevenir un peu plus présent maintenant pour qu'on puisse quand même continuer cet héritage-là. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai. 19 mai égale donc la date d'anniversaire de Malcolm X. C'était il y a à peu près, enfin, il y a 99 ans, le 19 mai 1925, c'est là qu'il est né. D'ailleurs, quand on regarde les parties qu'on a faites, on a fait la première partie qui était du garvéisme à Malcolm X, qui parlait de ses origines jusqu'à ce qu'il devienne Malcolm X. Ensuite, on a fait de Malcolm X au panafricanisme, qui parlait donc de Malcolm au sein de la Nation of Islam, et jusqu'à ce qu'il devienne, je dirais, que son combat prenne une forme plus panafricaine. J'espère que vous l'avez compris dans la partie 2. De toute manière, comme dit Diogène, on va revenir un peu sur ce panafricanisme sur la partie 3, mais la partie 3, ce serait plutôt ses derniers combats. Si vous regardez, j'ai bien mis un S à combat, puisque si vous avez compris déjà l'aspect panafricain qu'il avait, vous avez compris le dernier combat qu'il avait, mais il en avait plusieurs. J'aimerais aussi rétablir certaines choses sur la fin de sa vie et surtout sur son assassinat. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les commanditaires. On ne sait pas qui a tué Malcolm X. On sait maintenant qui l'a fait, mais on ne sait pas vraiment qui l'a fait. Parce que comme il disait, c'est pas les marionnettes qu'il faut regarder, c'est les marionnettistes. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de cette partie 3 de la vie de Malcolm X. Et avant de commencer, pour ceux qui sont en live, bonjour, vous pouvez dire d'où vous venez, mais surtout, j'aimerais vous poser la question à savoir, d'abord, je veux d'abord vous poser la question à savoir pour vous, qui a tué Malcolm X? Donc, je vais peut-être laisser 2-3 minutes parce que je sais qu'il y a une petite latence. Mais je vais laisser le sondage. Pendant le sondage, je parlais aussi du plan de ce soir. Mais j'aimerais que les gens Ouais. dans l'audience, qui pour eux, qui a tué Malcolm X, pour ceux qui savent, je suppose que les gens qui suivent ce live savent qu'il a été assassiné, connaissent un peu l'histoire, mais pour vous, qui a tué Malcolm X? Et entre-temps, le plan, ça va être quoi? Ça va être qu'on va retourner, en fait, à cette année tumultueuse qu'il a eu on va retourner quelques mois avant son assassinat, parce que j'aimerais qu'on puisse comprendre le mobile. Donc, qui a intérêt à ce que Malcolm soit décédé? Donc, à qui appartient le crime? C'est ça le plus important.
on peut facilement dire c'est une guerre entre noirs, de leadership entre organisations, mais il faut vraiment savoir qui a le plus d'intérêt à ce qu'il soit pas là. Donc c'est pour ça qu'on va voir un peu, on va aller chronologiquement sur le retour de cette dernière année-là. Ensuite, on va parler de ses derniers combats, juste avant l'assassinat. On va parler de son assassinat. Et là, je vais vous redemander, selon vous, avec les mobiles qui puissent avoir, selon vous, qui a tué Malcolm X? Donc, on va rester vraiment toujours dans cette interaction. C'est une discussion, on est dimanche. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Prenez votre café. Si vous avez des questions à poser, des interventions à dire, parce que bon, on est ensemble, on apprend ensemble. Je ne suis pas un universitaire ou une personne qui est professeur connu, expert de Malcolm X. Donc, il peut y avoir des erreurs ou peut-être des choses qui ne sont pas complètes. Mais donc, voilà, étant passionné, j'ai lu le plus de choses que je pouvais. Donc là, je vais te demander, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont répondu, ou même toi, en fait, hein, s'il y a même personne qui a répondu, je te demanderais, toi. On a eu une personne, on a eu une personne qui a répondu, qui nous a dit que c'est en tout cas qui a écrit que c'est le FBI. Ah, Donc ok. c'est-à-dire les services secrets, services d'intelligence américaines des États-Unis. Et toi? Par rapport à donc parce que quand tu dis qui a tué, mais qui a vraiment tué, donc qui a commandité, Voilà le commanditaire, euh, selon toi. je peux pas dire que c'est le FBI, mais je peux dire que c'est des intérêts gouvernementaux parce qu'ils dérangeaient. Mais est-ce que c'était l'entité FBI qui l'a fait ou la police ou quoi là, je sais pas, mais en tout cas. Selon toi. Non, c'est ça que je dis, c'est des intérêts gouvernementaux américains qui peuvent être soit. Donc derrière ça, c'est soit le FBI, soit la CIA, soit la police, c'est ça que Ah, je ok. veux dire. Ok, Donc je ok. suis pas trop sur l'entité elle-même, plus que le fait que c'est des intérêts qui ont. Ça, c'est sûr. Ok, ok, ok. Je pensais que j'allais avoir des gens qui allaient dire la Nation of Islam, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien que on commence à parler de choses un peu plus sérieuses. Je crois qu'avec tous les documentaires qu'il y a eu, on commence à être un peu plus éveillé. Donc, franchement, c'est une bonne chose. Mhm. Donc, on va revenir sur cette année tumultueuse qu'il a eu. Je dirais qu'on va revenir le 19 mai 1964. Donc, il y a à peu près, donc, en fait, exactement 59 ans. Donc, on va faire un plongeon maintenant 59 ans avant, en 1964. Là où Il y a 60 ans, tu veux dire. 64, Non, 60 ans. 2024. On n'est plus en 2020. Merci, les mathématiques aussi sont mauvaises. Non, C'est ça, c'est c'est exactement 60 ans. Hein, c'est exactement 60 ouais, ans. non, exactement ça. Donc, voilà, il y a 60 ans, nous allons partir en Algérie. Parce que si on se souvient bien, dans la dernière partie de notre ancienne discussion, Malcolm est en train de faire le tour de l'Afrique. Et donc là, il est en train de retourner vers New York. Il s'arrête le 19 mai à son 39e anniversaire à Alger, donc en Algérie, avant de retourner à New York le 21 mai. Ce qui est intéressant en Algérie, c'est qu'il trouve vraiment que le peuple algérien sont assez révolutionnaires. Par rapport aux autres pays qu'il a visités, ce sont les seuls qui, eux, n'ont aucun compromis sur le fait qu'il faut faire des alliances avec l'Amérique ou avec l'Europe. Pour eux, l'Amérique est autant coupable que les Français parce qu'ils ont aidé les Français à commettre des atrocités. Et ça va des chauffeurs de taxi aux vendeurs de pommes au marché qui parlent de ça. Et pour eux, vraiment, la colonisation n'est pas bien passée. Et Mhm. ils ont vraiment un goût amer et Malcolm, ça lui parle quand il entend ça. Ça lui parle vraiment. Donc là, il le dit dans son autobiographie que pour eux, c'est des vrais révolutionnaires qui n'ont pas peur de la mort. Il va, après ça, retourner à New York en passant par Paris. Arrivé à l'aéroport, il voit plein de journalistes. Il voit tellement de journalistes. Il y a son organisation, mais il voit plein de journalistes. Même il se pose des questions. Il se dit, mais est-ce que j'ai voyagé avec une star ou je sais pas, un chanteur, un acteur? Et non, ils étaient là pour lui. Parce qu'ils voulaient savoir qui est le nouveau Malcolm X. Parce que, étant en Afrique, il envoyait quand même des lettres aussi à la presse pour un peu dire sa nouvelle vision, qu'il n'était plus dans la Nation of Islam, que maintenant, il voyait que cette idéologie qui se base sur la couleur de peau, c'est plus la même. Donc là, les journalistes foncent sur lui à son arrivée pour lui demander la première question. Êtes-vous maintenant pour l'intégration? Malcolm X, vous avez changé, vous êtes venu. Alors là, c'est là qu'il répond en question et il dit c'est toujours la même chose. Le changement de Malcolm X se fera quand la condition de mon peuple aura changé. C'est la seule chose. C'est ça qu'on parlera de changement. Pour l'instant, c'est toujours au même niveau. C'est juste que le fait d'avoir voyagé et d'avoir vu d'autres côtés de la planète m'ont en fait ouvert l'esprit sur le combat. Mais je reste toujours le même.
Et les mêmes questions, c'est maintenant, que pensez-vous maintenant de la Nation of Islam et de ce que Cassius Clay a dit? Parce que Mohamed Ali et les gens de la Nation of Islam, pendant qu'il n'était plus là, commençaient à émettre des insultes. C'est un hypocrite, c'est un traître, des mauvaises choses sur lui. C'est pour ça que lui, il ne veut pas s'exprimer dessus. Il dit, écoutez, pour la Nation of Islam, chacun pense ce qu'il veut, chacun se bat de son côté. Moi, j'ai mes nouvelles organisations, ils ont l'organisation. Et oui, Cassius Clay, Mohamed Ali. Donc, qu'est-ce qu'il a dit sur vous? Apparemment, vous avez vu d'ailleurs au Ghana, il a dit, écoutez, moi, je ne m'exprime pas sur Mohamed Ali. Si je dois lui dire quelque chose, on va se parler directement. Je ne vais pas passer par vous pour parler de ce qui se passe. Je sais que c'est un homme intelligent, donc si on a des choses à régler, on va les faire ensemble. Donc, toujours des questions, tu vois, de manière à les casser, mais comme Malcolm, c'était un homme de la rhétorique, il connaissait bien les médias, il savait toujours répondre. On lui demandait, ok, d'accord, est-ce que vous avez eu du support financier de là où vous avez été en Afrique? Est-ce que vous êtes prêt à prendre les armes? Il reste toujours dans la généralité en disant que j'ai fait un tour en Afrique pour qu'ils puissent savoir un peu comment se portent les Noirs en Amérique. Parce que j'ai eu l'impression que là-bas, le combat que nous avons ici n'est pas très connu. Mauvaise propagande faite par vous et par les Américains. Donc, c'est pour ça que j'ai été là-bas pour qu'on puisse vraiment faire connaissance et qu'ils puissent avoir une meilleure réalité sur ce qui se passe ici. D'ailleurs, j'ai créé une organisation dont je vous avais parlé, la MMI, c'est-à-dire la Muslim Mosque Incorporation, qui, elle, est une organisation religieuse qui parle vraiment de l'islam, qui veut aider les gens à pouvoir s'instruire sur l'islam, et l'organisation plus politique qui est le OAAU, donc l'Organisation de l'Unité des Afro-Américains, qui est un dérivé en fait de l'Union africaine, hein, de l'OUA, de Kwame Nkrumah. Donc lui, c'est le côté afro-américain. Et c'est là qu'il dit, je ne vais pas vous présenter mon programme maintenant, mais je vais le faire le 28 juin 1964. En même temps, il lui parle d'un mandat d'arrêt, parce qu'il a eu un mandat d'arrêt suite à un excès de vitesse qu'il aurait eu l'année d'avant, et il devait comparaître le 19 mai, n'étant pas sur place. Il ne s'est pas présenté, donc il a reçu un mandat d'arrêt comme quoi il ne s'est pas présenté, jugement par défaut et autres. On lui pose la question, il dit, écoutez, moi, en tout cas, je sais que ce n'est pas un excès de vitesse. Ce jour-là, j'étais bien en dessous de la limite. Je me suis fait arrêter par la police. Il m'a dit que j'ai fait un excès de vitesse. J'ai voulu contester, mais j'ai vu à son regard et j'ai vu à son intonation qu'il cherchait autre chose. Tu vois? Et en Amérique, ça se passe souvent, ce genre de choses-là. La police t'arrête pour un faux prétexte, pour que ça monte et qu'il puisse avoir l'excuse de pouvoir soit t'arrêter, soit te brutaliser. Donc, il a pris son ticket et il est parti. Donc, il a dit, j'ai pas fait d'excès de vitesse. Là, maintenant, c'est mon avocat qui va donc s'en occuper. Mais tu vois déjà directement que les médias rentrent, tu vois, ils prennent vraiment plus Malcolm X au sérieux maintenant, alors qu'avant, c'était toujours le diable, enfin la personne qu'on veut pas interviewer. Mais là, quand ils vont l'accueillir, c'est pour lui poser toujours des questions, avec toujours des directions pour le faire, tu vois. Ouais, soit le faire vaciller, soit le accentuer sur des différends qu'il aurait avec d'autres organisations ou d'autres personnes. Mais ok, c'est quand même même si, donc comme tu as dit, il dit qu'il n'a pas changé, c'est quand même un gros changement quand même par rapport après son voyage à la Mecque, de se dire ok, j'ai une autre vision de ce qu'est la Nation of Islam, j'ai une autre vision de ce qu'est la communauté musulmane. Je pense que ça fait quand même un gros changement. Ouais, quand il dit qu'il n'a pas changé, c'est qu'il veut dire qu'il n'a pas changé dans le sens il veut pas l'intégration, tout simplement. C'est pas son combat, l'intégration. C'est ce qu'il veut dire par là. Dans ce sens-là. Voilà, donc les conditions sont les mêmes. Les conditions parce qu'il était connu pour ça, pour la personne qui n'aimait pas les Blancs, pour la personne qui orchestrait la violence, qui était pour la violence. Lui, il dit que c'est pas sur ce niveau-là qu'il a changé, mais sur la manière dont il veut que la condition de son peuple change. C'est ça la finalité, c'est ça son changement. C'est pas la manière, c'est pas les choses de savoir est-ce qu'il veut pour l'intégration ou est-ce que c'est qu'il a un autre programme qui est beaucoup plus global dont il va parler plus tard. Entre-temps, malheureusement, c'est toujours ça. C'est que lui, il est concentré sur certaines choses. Malheureusement, il y a la Nation of Islam qui réclame maintenant la maison dans laquelle il vit à East Elmhurst en Queens, la maison qui a été achetée par la Nation of Islam au moment où il était dans la Nation of Islam. Donc, quand il était dans la Nation of Islam, Malcolm était
le porte-parole, c'était une personne qui a organisé. Donc, il a engendré des millions, il a engendré de l'argent. Et sa maison de fonction, c'était celle-là. Il avait aussi la voiture de fonction. Alors, par vengeance, qu'est-ce que l'islam veut faire? Il veut maintenant reprendre la maison et la voiture, ce qui est totalement fou. En même temps, comme il ne veut pas partir de la maison, ça commence à devenir des intimidations. Les membres de la Nation of Islam commencent à s'en prendre même physiquement aux gens de son organisation. Parce que beaucoup de gens de son organisation sont des anciens membres de la Nation of Islam. Donc, il reçoit Mhm. beaucoup de menaces. Beaucoup de menaces. Donc, ça devient très difficile. Donc, comme je l'avais dit au départ, Malcolm X ne disait rien. Il n'a pas voulu se prononcer sur la Nation of Islam. Mais à un moment donné, trop, c'est trop. Tu vois, il commence à voir que, OK, là, vous voulez commencer à m'attaquer. Moi, je suis Malcolm X, je vais répondre. Donc, le 8 juin, il va passer à la télévision, sur CBS, à une interview, dans laquelle là, il dit clairement que, voilà, la Nation of Islam est en train de me faire la guerre et je vais révéler pourquoi. Parce que je connais tout de la Nation of Islam, je connais tous leurs secrets, je connais tous leurs cadavres. Et Mhm. comme quand ils sont en train de me provoquer comme ça, ils ont peur que je déterre les cadavres. Mais moi, je vais le dire. Voilà. Elijah Muhammad, donc le leader, soi-disant messager de Dieu, est en fait un père d'enfants, de 7 enfants illégitimes, de 8 enfants illégitimes par 7 secrétaires qui ont travaillé pour lui. Ouais. Donc là, il le dit ouvertement. Il dit clairement que c'est pas une association, c'est pas une organisation qui est bonne moralement, c'est une organisation dans laquelle la personne à la tête elle-même n'est pas sérieuse. Ah, exact. Hein. Et comme il savait que moi, ces choses-là, j'étais contre, ben, c'est comme ça qu'ils m'attaquent et qu'ils m'ont mis dehors. Moi, je ne suis pas parti de la Nation of Islam. Ils essaient de faire passer pour parce qu'ils commençaient à le traiter de traître, d'hypocrite. Ça, c'était l'insulte de la Nation of Islam quand tu étais un traître. Donc ils disent oui, maintenant il est payé par les blancs, c'est devenu un traître, un hypocrite. Ils disent c'est pas ça, c'est que moi je dis la vérité. Je ne pourrais jamais vivre en paix sans que je puisse dire la vérité. Donc, c'est comme ça qu'il annonce. Donc là, c'est le conflit ouvert. Là, vraiment, c'est plus chacun est de son côté. C'est que, OK, tu veux que, enfin, vous voulez qu'on s'affronte, on va s'affronter. Le 15 juin, il y a l'audience. Il y a l'audience pour l'expulsion de sa maison, comme j'avais expliqué. Donc, la Nation of Islam de récupérer la maison. Ils vont au tribunal. Il y a une audience dans laquelle il y aurait 10 membres de la MMI, donc son organisation Muslim Mosque and Corporation, et 50 personnes de la Nation of Islam. Donc 50 personnes de la Nation of Islam. Donc imagine au tribunal, là, tu vois 50 personnes qui sont là. Plus le Fruit of Islam, c'est l'organisation militaire. Tu vois, c'est des gens bien partis, tu vois. C'est bien les Noirs quand ils sont là qui te regardent. Donc voilà, quand il est à l'audience, on essaie un peu aussi cette intimidation psychologique. Mais Malcolm lui conteste, il dit, écoutez, la maison et la voiture, c'était un cadeau de la Nation of Islam. J'ai travaillé au sein de la Nation of Islam. En plus de ça, ils m'ont mis dehors, j'ai pas eu le temps, avec tous mes voyages, j'ai pas eu le temps de pouvoir encore me retourner. Et je trouve pas ça juste, donc avec des arguments évidemment d'avocat, mais il explique que normalement c'est un cadeau pour tout le travail que j'ai fait. Et, donc là, encore une fois, ça ne plaît pas à la Nation of Islam. À la sortie de l'audience, ça se regarde, tu vois, ça se jauge. Mhm. Et là, le capitaine Joseph, qui est donc le ministre du Temple de New York, de Harlem, va mettre en place une campagne d'harcèlement téléphonique contre la famille Shabazz. C'est quoi la campagne d'harcèlement téléphonique? C'est qu'il y a une personne toutes les 15 minutes, pendant 1 heure ou 2, qui doit appeler à la maison chez les Shabazz, donc chez Betty, et il doit appeler toutes les 15 minutes, soit en menaçant, soit parfois en disant rien, juste en respirant. Donc, tu vois un peu ce que ça peut faire, que chaque fois Ouais, ton c'est vrai téléphone ça. sonne, soit on t'insulte, donc pour les faire péter les plombs, quoi. Ouais. Donc là, ils ont mis en place, et il y a plusieurs petites choses comme ça qui se passent, je ne vais pas aller dans les détails, mais en tout cas, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui se passent. Ce qui fait que Malcolm, ce qu'il va faire le 26 et le 29 juin, c'est qu'il va faire un appel à la paix. Il va demander un appel au calme. Il va écrire, en fait, au New York Times, au New York Post, il va écrire en disant que je demande à Elijah Mohamed, est-ce que c'est possible qu'on n'aille pas dans cette guerre-là, tu vois? Et Mhm. j'ai mis d'ailleurs en jaune ce qu'il dit. Il dit, au lieu de perdre notre temps et notre énergie à se battre ensemble, ce serait bien qu'on mette ensemble ces efforts-là pour pouvoir se battre contre notre oppresseur, notre ennemi commun. Tu vois, ça c'est ce Ouais. qu'il dit le 26. Le 29, il dit, mon dernier message, là, c'est vraiment, c'est le dernier message à Elijah Mohamed, est-ce que c'est possible qu'on puisse se battre ensemble pour aller dans le Mississippi
et aider nos frères là-bas qui sont tabassés par le Ku Klux Klan. Tu vois, et ce serait bien que tu nous amènes à nous battre contre nos ennemis plutôt que de nous battre entre nous. Tu vois. Mhm. Donc, c'était vraiment une tension entre eux, hein. À un niveau, comme je te dis, c'était physique. Il y a même des gens, des membres de l'organisation de Malcolm X qui sont partis parce que Ouais, ça ça devait, attentait un peu à leur vie, quoi. ouais, Tu ça vois, devait être trop tendu. ça devait Ok. être tendu. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme j'avais dit, le 28 juin, il avait dit qu'il allait présenter son organisation, Ouais, donc l'OU, entre les deux communications, là. Ok. Le entre les 28. deux communications. Tu vois, entre les deux communications, Ouais. le 28 juin, il présente à Harlem donc le programme de la Nation of Islam, Non, c'est. de l'organisation de l'unité des Afro-Américains. C'est un discours qui est beaucoup connu parce que c'est là qu'il va dire by any means necessary, par tous les moyens nécessaires. Donc, il étale son programme en disant qu'il faut qu'il y ait une autodéfense de la part des Noirs américains. Ils se battent pour les droits humains et non les droits civiques. Pour eux, ça ne sert à rien d'être des citoyens. Eux, ils veulent juste, ce sont des humains et tout ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir vivre en tant qu'humains et ils se battront pour cette humanité, en fait. Mhm. Il se bat pour ça, il parle de la promotion aussi plus d'éducation et de culture pour les Afro-Américains pour qu'ils puissent se renforcer avec leur identité raciale, avec l'Afrique en fait. Donc plus de connaissances là-dessus. L'autonomie économique, c'est la même chose que dans la Nation of Islam ou comme le Garvey, c'est-à-dire que les Noirs, il faut qu'ils soient indépendants économiquement, qu'ils apprennent à créer des entreprises. Il faut qu'il y ait un peu du soutien aussi de l'État pour qu'on puisse créer des entreprises, pour ne plus avoir à demander de l'emploi. Il parle aussi de l'engagement politique. Donc, c'est-à-dire que chaque quartier ou chaque ville avec une majorité de personnes noires devrait être gouvernée par des gens qui font partie de cette communauté. Donc, il faut Mhm. que les personnes qui soient élues soient des gens de la communauté directement. Donc, que ce Ouais. soit le maire ou, tu vois, ce genre de personnes doivent être issues de la communauté. Donc, ça, c'est le programme sur lequel il met l'accent. Donc, encore une fois, l'autodéfense. L'autodéfense, pour lui, c'était que nous sommes génocidés dans ce pays-ci, donc on doit pouvoir se défendre. Et il dit que ce programme-là, il va le mettre par tous les moyens nécessaires, il va les mettre en place, by any means necessary. Ça, ce sont les discours que vous Ouais, pouvez voir sur la chaîne. ouais, ça c'était un discours assez célèbre. Euh, Puis il a assisté aussi à d'autres conférences à l'étranger. Et est-ce que c'était dans le cadre de l'OUA? Exactement. Lui, en fait, son combat principal, c'est ça, c'est l'OUA. C'est-à-dire que, ayant fait un tour en Afrique, maintenant, ce qu'il veut, c'est ce lien qui se renforce entre la diaspora africaine et l'Afrique. Ça, c'était son vrai combat. Comme j'avais dit dans la partie 2, ça devient un officiel, Malcolm X. Ça devient vraiment un officiel en Afrique. Donc, il est invité à la conférence au sommet de l'OUA, donc l'Organisation des Nations Unies, le 17 juillet. Il arrive au Caire le 9 juillet. Ça va se dérouler au Caire, en Égypte. Donc c'est l'Union africaine, hein, tu veux dire? Ouais, l'Union africaine, L'OUA, c'est ça. l'Organisation de l'Union africaine. L'OIA, c'est en anglais, Organisation de Unity of African, Ok. quelque chose comme ça. Donc, c'est l'organisation. Oui, en fait, ça c'est carrément c'est l'Union africaine qui comporte les chefs d'État africains, comme c'est Kwame Nkrumah qui l'a mis en place. Mais tu as Mhm. Nasser, tu as Kenyatta, tu as vraiment toutes les personnes non alignées. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans les années 60. Donc, Mhm. les pays sont nouvellement indépendants. Les pays africains sont nouvellement indépendants. Il y en a encore qui sont d'ailleurs sous colonie, comme l'Afrique du Sud, comme l'Angola. Tu vois. Et donc, pour tout ça, l'Organisation de l'Union africaine, qui en fait avait un but des États-Unis d'Afrique, se battait pour qu'on puisse commencer à se gérer et à voir comment est-ce qu'on va faire pour sortir l'Afrique enfin, pour enlever toutes sortes de colonisations. Et Exact. Malcolm, lui, il a invité. Il a invité en tant que, comme si c'était l'ambassadeur, en fait, des Africains en Amérique. Donc, il présente son organisation d'unité afro-américaine. Donc, pour lui, il présente tout le programme dont j'ai parlé et surtout, il met en place, euh, il dit qu'il veut mettre en place un dépôt de plainte contre les États-Unis aux Nations Unies, donc à l'ONU, qui est censé être le tribunal, on va dire, mondial. Mhm. Donc, il a dit, vous, mes frères, vous ne serez pas libérés ici en Afrique, vous ne serez pas libérés tant qu'on ne vous respectera pas non plus dans la diaspora. Tu vois, il disait,
sachez qu'il y a un génocide qui est commis tous les jours aux États-Unis. Ici, quand j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande connaissance de ce qui se passe en Amérique, parce que je vois beaucoup d'Américains qui sont là, comme si eux, comme ils n'ont pas été officiellement des colons en Afrique, ils se sont vos nouveaux collaborateurs. Mais faites attention parce que ces gens-là sont en train de nous faire du mal là-bas. Ils nous tuent tous les jours. Donc, il faut vraiment il voulait vraiment, tu vois, quand il est en Amérique, il parle aux Nord-Américains pour leur dire que vous devez vous reconnecter avec la terre-mère, c'est chez vous. Et quand il est en Afrique, il leur dit que vous devez aussi aider les gens qui sont en Amérique parce que ce sont vos frères. Quand on les maltraite là-bas, sachez que vous, si vous allez en Amérique, vous allez être maltraité parce qu'on va penser que vous êtes des Noirs américains. Ils ne vont pas faire la différence. Donc, Ouais, si vous voulez être respecté, il faudrait aussi qu'on vous respecte partout. ouais. Donc ce combat-là, il vous implique directement aussi, ce combat, tu vois. Et bizarrement, Malcolm, toujours visionnaire, ce qui se passe, c'est que le même jour justement du sommet, il va y avoir un meurtre. Un policier qui va tirer sur un jeune de 15 ans à Harlem. Mhm. Un jeune Powell devant des étudiants, ou encore pour un contrôle de police, un policier qui tire et qui tue un jeune de 15 ans. Bon, Harlem, voilà, là, c'est le noyau du self-défense. Hein. Et il va y avoir ce qu'on appelle le Harlem Race Riot. Donc, ça va être une émeute raciale. Raciale, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est juste en fait une émeute de communauté noire qui en a marre. Quoi. Donc, il y a des personnes qui sont parties directement au poste de police. Ils ont lancé des cocktails Molotov. C'était vraiment pour partir en guerre avec la police. Donc, ça a duré 6 jours. Ça a duré 6 jours, de 18 au 24 juillet 1964. Ça a duré 6 jours. Donc, il y a eu 4000 participants. Il y a eu un mort, beaucoup de blessés. Évidemment, un mort chez les émeutiers. Et ce qui est marrant, c'est que ça s'est passé 2 semaines après qu'on ait signé la loi sur les droits civiques. Que le président Ouais. a signé cette loi-là dont on cherchait, se disant que oui, non, voilà, on veut plus la ségrégation, on veut plus la discrimination à l'emploi, on veut plus être jugé sur notre race, on veut plus ce genre de choses. 2 semaines après, avoir soi-disant gagné cette victoire, un noir qui décède sous les mains de la police qui représente l'État. Tu vois, donc c'est ça. Et meute, c'est pour vraiment dire que, tu vois, ce que dit Malcolm, et il ne le savait pas, bon, il l'a su par la suite, hein. Mais à Mhm. ce moment-là, quand il est en train de parler du fait qu'il y a un génocide, justement, en même temps, il y a un noir qui se fait tuer de l'autre côté. Exact. Ouais, justement, c'est pas un hasard du calendrier, c'est vraiment d'actualité ce que Malcolm, ce que Malcolm fait. Et le fait qu'il aille le dire à l'étranger, est-ce que ça lui a pas apporté justement des problèmes supplémentaires ou un autre niveau de problème aux États-Unis? Il commence à devenir très dangereux, Malcolm. Il devient très, très dangereux. Et même le New York Times en parle. Le New York Times a fait carrément un article sur justement l'invitation de Malcolm X en Égypte. Tu vois, c'est Mhm. plus une petite organisation. Là, il parle vraiment d'un complot, on va dire, international aux yeux de l'État parce qu'il est en train de parler à des chefs africains non alignés. Tu vois, il commence à parler à des chefs africains non alignés. Et le New York Times écrit même, ça je l'ai souligné, si Malcolm réussissait à convaincre ne serait-ce qu'un seul gouvernement africain de porter cette accusation devant l'ONU, les Nations Unies, le gouvernement des États-Unis se retrouverait face à un problème épineux. Tu vois. Donc, il faut carrément un résumé de ce qu'il a été dit, de ce qu'il dit là-bas sur place. Il prend, par exemple, quand il était sur place, il disait nous prions pour que nos frères d'Afrique ne soient pas libérés du colonialisme européen pour adopter le dollarisme américain. Ça, c'est une phrase importante à comprendre. Hein. Parce qu'en allant sur place, en Afrique, il commençait à voir que il y avait certains gouvernements qui étaient en collaboration avec les Américains. Tu vois. Donc, c'est comme si ils se disaient, OK, maintenant on est indépendant, mais on collabore avec les États-Unis, sans savoir que les États-Unis et l'Europe, c'est un peu la même chose. C'est pas pire d'ailleurs. Donc, lui qui vient d'Amérique, lui qui vit justement cette discrimination, il sait qui ils sont. Et encore une fois, ça prouve que son combat avait changé de niveau. Il n'était plus dans la couleur de peau. Tu vois, il parle du dollarisme, donc du capitalisme, en fait. Tu vois. Et il ne faut pas avoir par ce capitalisme. Parce que pour Malcolm, je le répète, le racisme, c'est le capitalisme. Tu vois. Pour lui, c'est ça. C'est le capitalisme. Donc, faites attention parce que vous pensez vous devenir indépendant, mais vous êtes en train de collaborer avec des personnes qui sont comme des renards. Ils vous font croire qu'ils sont amis, mais en fait, ils ne le sont pas du tout. Tu vois. Donc, Et concrètement, alors, comment ça s'est manifesté
S'il y a des exemples de manifestations par rapport à ça, par rapport à cette euh, constatation du gouvernement, comme quoi Ah, on a un problème épineux si Malcolm arrive à convaincre un gouvernement africain. à partir du moment où tu commences à passer dans le New York Times, à partir du moment où la population commence à connaître un nouveau citoyen, soi-disant américain, qui commence à collaborer avec des chefs d'État africains pour porter l'État, donc le pays des États-Unis, en cours, ben, tu n'as qu'une personne Mhm. qui est alarmée, tu vois. Et en fait, il y a un certain G. Walter Yeagley, qui est donc chef de la division de la sécurité intérieure, va appeler Edgar Hoover pour lui dire d'enquêter sur les activités de Malcolm X en Afrique, tu vois. Ok. Et il veut voir s'il n'est pas en train de violer le Logan Act. Le Logan Act, apparemment, c'était l'interdiction aux citoyens américains de négocier avec des gouvernements étrangers sans autorisation. Donc la surveillance devient de beaucoup plus accrue sur Malcolm X. Ouais. Donc vraiment, c'est même la CIA. La CIA commence à même être impliquée pour voir exactement qu'est-ce qu'ils font. Tu vois, ça c'est le 2 septembre. Même plus tard, ils vont commencer à dire est-ce qu'il ne soit pas des financements de l'Arabie Saoudite, il ne soit pas des financements de ces chefs d'État africains. Donc tu vois, il est vraiment suivi de près. Tu vois, il est vraiment suivi de près en sachant que ça, je n'ai pas l'information confirmée, mais apparemment, il aurait été victime d'une tentative d'assassinat, comme en Afrique. Il avait subi un malaise et on aurait vu du poison ou autre sur sa pâte de dentifrice, Mhm. tu vois. Donc, c'est pour vous dire que c'est juste pour que vous puissiez commencer à noter les mobiles qui pourraient arriver sur qui on voulait voir disparaître. Mais c'est sûr que l'influence de Malcolm, qui était croissante au niveau international, faisait peur aux États-Unis, faisait vraiment peur parce que eux, en dehors des États-Unis, ce qu'ils n'aiment pas, c'est la mauvaise réputation. Et en Afrique, ils voulaient vraiment avoir la belle réputation pour justement pouvoir continuer à prendre les ressources et autres. Alors que Malcolm, lui, il va s'aligner avec des gens qui veulent être indépendants, qui sont indépendants mentalement. Donc, lui, il est prêt à ce moment-là. Tu vois, il est prêt. Et pour répondre à ta question, ouais, le FBI commence à mettre une surveillance à un niveau au-dessus sur Malcolm. Donc, il regarde tout, ses finances, il regarde ses déplacements, donc tout. Ouais, ouais. Ok. Ouais, donc il commence à déranger. Puis là, on est à un niveau où tu as les services, vraiment l'intelligence américaine qui est concrètement sur lui. Au début de la présentation, tu parlais aussi par rapport à la relation avec Nation of Islam, mais il y avait un procès en cours par rapport au fait qu'on essaie de l'expulser de sa maison. Donc, comment ça s'est passé au final? C'est ça. En fait, Malcolm, il devait déjà revenir. Là, on est à peu près en septembre, comme je t'ai dit. Il devait déjà revenir. Il devait déjà revenir aux États-Unis après avoir passé 2 mois au Caire. Mais il va appeler Betty pour dire qu'il doit quand même faire son tour, encore retourner en Afrique pour continuer à pouvoir, tu vois, consolider les liens avec les chefs d'État africains. Donc, il va encore rester en Afrique. Par contre, malheureusement, le jugement est tombé. Malcolm est expulsé. La famille Chabat est expulsée. Ils ont un ordre d'éviction de leur maison le 1er septembre 1964. Et Mhm. donc, ils doivent quitter la maison avant le 31 janvier 1965. Ça, c'est le jugement. Bon, Malcolm étant en Afrique, il ne peut encore rien faire. Il se dit qu'il a encore le temps. Donc, pour le moment, c'est un truc qui va s'occuper après. Lui, il est en Afrique. Et donc, comme j'avais dit, il veut consolider les liens et il continue donc en Afrique. Il va passer il va aller en Éthiopie, il va aller à Tanzanie, l'ancien Tanganyika qui est devenu Tanzanie avec le président Nyerere. Il va rencontrer Kenyatta, le chef d'État du Kenya. Il va rencontrer Obote, le chef d'État de l'Ouganda. Et toutes ces personnes-là, on parle de révolutionnaires. Tu vois, parce qu'on aime bien minimiser les indépendances africaines, mais ça a été fait par des gens qui avaient vraiment une mentalité on arrête tout, tu vois. On revient à notre africanité. Par exemple, Kenyatta a écrit un livre sur les Kikuyu, tu vois. Nyerere a écrit un livre sur comment reconstruire l'Afrique en Swahili, comment reconstruire le pays en Swahili, tu vois. Il est encore là, la biographie, vous pouvez le trouver. C'est moitié anglais, moitié Swahili. C'est lui qui a amené le fait qu'on étudie en Swahili, la biologie, tu vois, tout dans les universités aujourd'hui, c'est en Swahili, tu vois. C'est des personnes qui ne faisaient pas juste la révolution, OK, avec les armes, c'était une révolution mentale. Et Malcolm leur parle, tu vois, il leur parle du fait que lui, son projet, c'est de pouvoir en même temps porter plainte contre les États-Unis, mais voir comment améliorer les conditions, comment pouvoir se défendre aussi contre
contre les Ku Klux Klan, contre la police, contre toutes ces personnes qui les brutalisent. Et par de ça, il est parti aussi au Nigeria, il a rencontré Ezekwe, il était déjà avec Nasser en Égypte, il a été au Ghana. Au Ghana, ça c'est Kwame Nkrumah, c'est la famille. Pour lui, c'est la famille parce que Kwame Nkrumah, il a vécu aux États-Unis. Donc il dit, quand je parlais avec Kwame Nkrumah, c'est comme si je parlais avec un voisin d'Harlem. Parce que c'était bien, parce qu'il avait aussi la vision de l'Amérique. Tu vois, lui, il connaissait l'Amérique, donc c'était vraiment plus facile de parler avec eux. Sauf que Kwame Nkrumah, lui, était quand même plus dans une position de qu'ils reviennent au pays. Tu vois, comme disait, non, ils sont là-bas, tu vois, ça ne peut pas les empêcher non plus de rester là-bas. Mais il faut qu'on améliore aussi leurs conditions sur place. Donc c'est ça, il a été au Ghana, il a été aussi en Guinée. Guinée avec Sékou Touré, il a carrément fait 3 jours dans le palais présidentiel. Il a eu des conversations où il dit vraiment qu'avec Sékou Touré, il lui donnait des conseils. Et Sékou Touré, c'est aussi un révolutionnaire qui ne blaguait même pas. Hein. Il a dit, Malcolm, nous, on est là, s'il faut même des armes pour le self-défense, les armes sont là. Tu vois ce que je veux dire? On est prêt, tu vois? Donc Donc, là, c'est vraiment pendant l'été de 1964, puisqu'il il fait en juin, en début juin, il assiste au sommet début du Caire. juillet. Début juillet. Donc, Ah, début juillet. début juillet, il assiste au Caire et il reste 2 mois, jusqu'en septembre, environ vers septembre. Ok, Septembre, super. mi-septembre. Donc Et c'est donc vraiment là, pendant le mois d'été. Ok, parfait. voilà. Mais son tour en Afrique, c'est de septembre à novembre, tu vois. Ok, Donc, il fait à peu près 5 mois, en fait. 4 mois et demi, 5 mois en Afrique. Et son dernier tour, c'est vraiment dans l'Afrique noire, tu vois. ok. Est-ce que donc de l'Afrique, il va directement aux États-Unis ou il passe par d'autres endroits? Avant de rentrer, ce qu'il fait, c'est qu'il va passer par Paris. Il va passer par Paris le 23 novembre 1964. Il va faire un discours d'ailleurs à la salle de la Mutualité, si j'ai bien vu. Il fait un discours devant des étudiants noirs francophones. Il va aussi passer à la librairie Présence africaine. Donc, il fait pas seulement son lien avec les Africains sur le continent, mais il va aussi faire son lien avec les, euh, les Africains qui sont dans la diaspora en Europe. Et c'est là Exact. qu'il présente aussi son organisation. Il veut vraiment connaître toutes les organisations qui sont sur place africaines. Et d'ailleurs, en France, il est émerveillé parce qu'il voit que là-bas, les gens sont très, très, très sur le plan de la révolution africaine. Il voit quand même qu'ils sont bien avancés. Ouais, c'est aussi Euh, la période dans les années 60, exactement. l'indépendance. Les indépendances, tu vois, aussi, tu vois, t'as les France Fanon, tu vois, on est dans une période dans laquelle les gens enfin, les Noirs sont vraiment dans une révolution mentale, physique, dans laquelle, tu vois, tout est bien parti, tu vois, on y croit vraiment. Il Ouais. va aussi partir en Angleterre, là où il va aller faire un discours mémorable à l'université d'Oxford, qu'on peut trouver aussi sur la chaîne de l'Institut Malcolm. Là, il va parler de l'extrémisme parce que Malcolm aussi à l'international est vu comme quelqu'un de violent. Tu vois, il y a toujours ce côté, Martin Luther King, c'est la personne qui Pacifiste. veut, voilà, le pacifiste, qui veut les droits des Noirs. Malcolm X, c'est le violent qui veut tuer tout le monde pour les droits des Noirs. Tu vois. Mhm. Alors lui, il explique bien. Il explique bien que, bizarrement, quand le Noir se défend, il est extrémiste. Tu vois. Il va dire, l'extrémisme dans la défense de la liberté n'est pas un vice. Et la modération dans la poursuite de la justice n'est pas une vertu. Donc, il n'y a rien de glorifiant en étant pacifique quand tu dois changer ta condition de vie. Et l'extrémisme, quand tu deviens extrême face aux conditions, je crois que tu as une brutalité extrême qui vient sur toi, ce n'est que normal. Tu vois, donc, et là, il est vraiment devant un public blanc. Et les Mhm. gens commencent vraiment à l'apprécier, tu vois. Ils commencent à voir le Malcolm c'est pas celui qui pensait. Tu vois, c'est pas celui qu'on voit dans les médias. Et quand, c'est vraiment un discours que beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes ont aimé, quand les gens ont entendu ce discours, il est même passé dans le journal parce qu'il y a eu une grosse ovation, quoi, tu vois. Tout le monde l'a applaudi. Comme j'ai dit, la plupart a un Super. des. Comme on le voit là, je pense, dans Ouais, l'image, hein. c'est justement ça, c'est une partie, c'est justement j'ai découpé l'article qui avait été fait sur lui. Il a pris part à un débat aussi à l'Oxford Union. Il s'est exprimé à la London School of Economy. Nanana. Et il s'est aussi rendu à Smethwick, qui se trouve en Angleterre. Il s'implique aussi dans le combat même à l'international. Il va avec des organisations qui essayent aussi de défendre localement pour la discrimination raciale.
Et donc, c'est ça. Il va faire des discours. Et même les discours sont encore trouvables sur la chaîne YouTube, dans laquelle on voit qu'il montre au noir que, voilà, ils doivent savoir se défendre, quoi. Ok. Donc après, là, on a novembre, Malcolm X est en Europe, il fait ses discours, et après, donc, il retourne aux États-Unis où il y a l'éviction qui l'attend, là, l'éviction qui va se faire en janvier, en fin janvier de 1965.